Bang, un abonné qui remporte un pass 3 jours pour la Paris Comic Con pour venir voir Donny Cates. Et les autres. Il y aura un autre concours où je ferai gagner 3 passes 3 jours gentiment offerts par la Paris Comic Con dans les prochains jours. Mais là c'est pour Just Frog qui avait deviné en tout premier le message codé du JT Comics 196. Bon, j'ai pas le droit de vous révéler les noms, je dis juste que c'est pas Alan Moore, mais qu'on est quand même sur quelque chose de complètement ahurissant, top, exclusif, sacré, tout ce que vous voulez. Et oui, si vous preniez les premières lettres de chaque mot, ça faisait C-A-T-E-S, Cates, puisque Donny Cates est un des invités de la Paris Comic Con, celui à qui l'on doit en indépendant le God Country, le Paybacks, The Ghost Fleet, ça c'est chez Urban, Buzzkill, Baby Thief, Interceptor, et puis qu'à signer chez Marvel avec entre autres du Doctor Strange, le Cosmic Ghost Rider qui est né dans les pages du Thanos gagne, enfin que des tueries. Maintenant il est sur Venom actuellement. J'aurai l'honneur d'animer le panel qui lui sera consacré, j'espère que ça va être une dinguerie comme je me le fais dans ma tête. Et je tiens aussi à dire à C. Jérémy, qui était celui qui était le plus proche de trouver mais qui n'a pas trouvé, qu'il repartira avec un cadeau, qu'il soit à la Comic Con ou pas, j'enverrai, je ferai signer des comics par Donny Cates et j'y enverrai. C'est ça aussi, d'être abonné à ma chaîne. Bon, sinon vous l'avez compris, ici votre fidèle commis des comics content, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de ses dérivés. C'est le 206e JT Comics et tout de suite on passe aux news de la semaine. Nouvelle équipe. Le co-créateur de Deadpool, Rob Liefeld, va faire plaisir à tous les amateurs de comics nostalgiques des années 90 puisqu'il a annoncé qu'il montait une nouvelle équipe dans le cadre d'un projet qu'il mûrit déjà depuis l'été dernier. Il tease ça sur ses réseaux sociaux et ça ressemble clairement à du Rob Liefeld. Et au passage, Deadpool n'a pas fini d'avoir le vent en poupe puisque c'est lui que Marvel a décidé de couronner, qui siégeait sur le trône dans cette image de teaser dessinée par Chris Bachalo dont je vous parlais déjà il y a quelques JT. Il s'agissait en fait d'annoncer le lancement d'une nouvelle série consacrée au personnage qui est écrite par Kelly Thompson et dessinée par Chris Bachalo. On verra le mercenaire déjanté s'attaquer au roi des monstres. Spider-Mort. Est-ce qu'on ne serait pas en train d'assister au plus gros braquage de l'industrie du cinéma là, Spider-Man quitterait le MCU pour une question de négociation foirée, une question de fric, basiquement. Obligé de relancer le tournage et tout ça, mais nous autres fans, ce qu'on aime, ce sont les costumes de super-héros, alors que les types qui gèrent ce genre de contrats et de négociations, même s'il y en a des passionnés, avant tout ce sont des types en costard cravate qui ne réfléchissent qu'en termes de logique comptable, en termes de chiffres et qui n'en ont absolument rien à battre d'un homme araignée, sauf si celui-ci peut rapporter plus d'1 milliard d'euros, comme c'est le cas avec Spider-Man Far From Home. Le deal de base, c'était que Disney venait mettre son nez dans le contrôle créatif de l'araignée pour remettre la franchise sur pattes, qu'il prenait un tout petit pourcentage du box-office, dans les 5%, et qu'il gardait tout l'argent par contre du merchandising, et qu'il pouvait aussi l'utiliser pour des films du MCU. La Marvel Studios a tenté de renégocier avec Sony, de demander simplement une coproduction 50-50, et Sony a dit non, ce qui est extrêmement malin, puisqu'ils savent que Marvel Studios a misé toute leur stratégie, une grosse partie en tout cas, sur le Spider-Boy, à tel point qu'ils ont un peu fait de Tony Stark le nouvel oncle Ben de Peter. Du coup, Sony n'a qu'à laisser éclater l'affaire, même si les fans vont hurler sur le studio que c'est un petit peu dommageable pour eux. Ils se disent, on a pardonné des guerres, des massacres, on a pardonné Spider-Man 3, on a pardonné les 2 Charlie Angels, alors bon, on oubliera très très vite cette petite manœuvre stratégique. Donc il y a 2 solutions, soit tout va s'arranger avec Disney qui va accepter de perdre de l'argent ou d'en mettre un petit peu plus sur la table, c'est pareil, même si je pense pas que ça se fera ce mois-ci parce que je crois qu'ils sont un petit peu ric-rac, soit ça va vraiment partir en couille et Spider-Man ne sera plus dans le MCU, et si on voit le bon côté des choses, ça lui permettra de réintégrer le SSU, le Sony Spider Universe, et d'être dans Venom, dans Kraven, Black Cat et compagnie si jamais les films se font. Et en possédant la quasi-totalité des franchises mondiales, Disney pourra se consoler en remplaçant Peter Parker par John McClane. Ça passera tout seul à côté des X-Men et des autres Fantastic Four. Disney n'a pas trop de soucis à se faire. Je vous laisse me dire dans les commentaires comment vous analysez cette news qui a éclaté sur la toile grâce au site Deadline. Censure artistique. Le 25 septembre prochain, Marvel Comics s'associe avec l'éditeur The Folio Society pour sortir un bouquin réunissant le meilleur des histoires de l'âge d'or de l'ancêtre de Marvel Comics, Timely Comics. Ces histoires, elles ont été sélectionnées par Roy Thomas, qui sera lui aussi à la Paris Comic Con. C'est un bouquin de luxe qui va coûter dans les 150 € et donc forcément ils essayent de rajouter des bonus éditoriaux. Ils ont demandé à l'artiste Art Spiegelman de signer la préface du livre. Et forcément, quand tu fais appel à l'auteur et au dessinateur du comics Mouse, qui raconte la Shoah sous forme de récit animalier, eh bien tu sais d'emblée qu'il ne va pas faire sa préface avec les paroles de Despacito et que ça risque, vu qu'en plus ça couvre les comics de la période 39-49, d'être un brin politique. Et effectivement, à la fin de son introduction assez factuelle et assez longue, puisqu'elle fait plus de 2000 mots, Art Spiegelman dit
Dans le monde trop réel d'aujourd'hui, le pire ennemi de Captain America, Crâne Rouge, vit à l'écran et un crâne orange hante l'Amérique. Et The Folio Society lui a fait savoir que Marvel souhaitait qu'il retire cette référence à Trump, à peine cachée sous la forme de crâne orange, puisque Marvel souhaitait désormais rester apolitique. Bon, selon moi, c'est des grosses conneries, puisque l'apolitisme, c'est le refus de tout engagement politique. C'est assez dur à réaliser, mais si Marvel souhaitait vraiment être apolitique, alors son président, Ike Perlmutter, celui qui avait tapé un caprice et qui avait enterré pendant quelques années les X-Men et les 4 Fantastiques, tout ça à cause d'un meeting raté avec la Fox, eh bien ce même Ike Perlmutter ne serait pas l'un des plus gros donateurs du président Donald Trump, rien que pour sa prochaine campagne, il a déjà donné le maximum autorisé aux States, 360 000 $. Il n'aurait pas non plus accepté d'être consultant et d'avoir un rôle actif dans la politique d'État envers les vétérans auprès du président Trump. Marvel ne souhaite tout simplement pas avoir de référence négative à Trump qui pourrait le rapprocher d'un super vilain nazi, tout simplement parce que lui et son président sont potes. C'est vieux comme le monde, ça se manifeste dès la cour de récré, tu dis pas de mal de mon copain. D'ailleurs, si Marvel souhaitait vraiment quelque chose d'apolitique, ils auraient fait effacer d'autres phrases de la préface de Spiegelman, telles que le fascisme international se profile à nouveau à l'horizon, nous avons tendance à vite oublier nous les humains, étudiez bien ces comics les enfants. Et ils auraient soit retouché, soit directement enlevé certaines histoires choisies, comme Submariner Comic numéro 1, dans lequel Namor va s'attaquer directement aux nazis. Donc censure oui, népotisme probablement, apolitisme clairement pas. C'est impossible d'ailleurs, les comics ont toujours été selon moi un outil politique, et est-ce que la censure au final c'est bien utile? Je ne crois pas, puisque sa préface a été publiée par The Guardian dans sa version non retouchée, et qu'au final ça crée une polémique dommageable à Marvel Comics. Donc moralité, la prochaine fois que vous voulez une préface complètement polissée, ne faites surtout pas appel à quelqu'un d'aussi politique que Art Spiegelman. C'est un petit peu comme si vous demandiez à Alan Moore de faire la critique élogieuse de l'adaptation de ses œuvres à l'écran. Noir, c'est noir. DC continue d'élargir sa gamme de What If, les Tales of the Dark Multiverse, qui sont directement tirés de l'univers de Batman Metal, et cette fois on aura droit à 2 revisites. La toute première, c'est celle de Infinite Crisis avec Blue Beetle qui survit et qui va, en essayant d'empêcher la crise, devenir la crise. Le deuxième récit majeur, c'est Blackest Night, qui sera revisité cette fois pour que Sinestro devienne un Limbo Lantern, donc c'est un mélange des corps noirs et blancs, et on le verra tenter de renverser la situation après la victoire de Necron. Et en parlant des lanternes, rien à voir avec les What If du Dark Multiverse, mais Grant Morrison et l'artiste Xermanico vont explorer une réalité où les Green Lanterns, les lanternes n'existeraient tout simplement pas. Ce sera une mini-série en 5 chapitres directement tirée du run de Sharp et de Morrison sur le personnage. Ça s'appellera Green Lantern Black Star, ça sortira en novembre prochain. Il y aura même une variant cover par l'auteur, le co-auteur de The Boys, Derek Robertson, que vous risquez de voir à Paris dans pas trop longtemps, et pas pour la Comic Con. Sous l'eau. Putain, Jason Momoa, putain! L'acteur qui incarne Aquaman a ravivé la flamme de l'espoir de tous les fans hardcore de Zack Snyder dans un post Instagram où il déclare son amour pour le réalisateur, où il dit sans pression, mahalo, ça veut dire merci en hawaïen, donc mahalo de m'avoir montré la Snyder Cut. J'aimerais être un meilleur acteur, mais je ne peux pas mentir, la Snyder Cut déchire. Et c'est l'action d'Undies qui grimpe en flèche, puisqu'il a fallu changer instantanément les sous-vêtements des 180 000 signataires de la pétition pour que release the Snyder Cut. Ils ont été submergés par l'émotion, si vous voyez ce que je veux dire. La même émotion ressentie par les fans des séries Krypton et Lobo, lâché par Sci-Fi, mais apparemment c'est pas fini, puisque de nos jours vous savez que les producteurs peuvent essayer d'aller faire revivre leur série chez d'autres distributeurs, à tel point que le showrunner de Krypton a lâché toute l'intrigue du premier épisode de la saison 3, un mix entre Brightburn et Red Son, et presque la même émotion que ceux qui veulent absolument voir le dernier film X-Men New Mutants, qui n'aurait pas du tout impressionné Disney, qui pense clairement que ça va flopper au box-office un petit peu comme Dark Phoenix. Mais même si Mickey doute de son potentiel, il est quand même tourné le film, donc ça serait con de ne pas le sortir en salle. Il sortira, contrairement à Die Hard 6, qui lui est annulé, comme quoi la souris ne fait pas que des mauvaises choses dans la vie. Doc Justice. Oubliez les Avengers, Marvel sort une toute nouvelle équipe de super-héros qui vient directement s'inscrire dans l'histoire des équipes de super-héros à côté des Vengeurs, des Défenseurs, des Thunderbolts, et maintenant on aura le Doc Justice et sa J-Team. Et oui, nous on cherche tous le point G, Marvel nous offre le J. On s'en contentera. Le problème, c'est que ça sent bizarre cette affaire, un petit peu comme l'entrecuisse du costume de Batman après une nuit de combat à Gotham City, puisque l'éditeur Nick Lowe vient présenter la chose dans un trailer vidéo de manière très caricaturale, il surjoue à mort, et il dit même qu'il n'a jamais été aussi excité à l'idée d'une nouvelle équipe, et que celle-ci va révolutionner une partie de l'univers Marvel. Et il rajoute, alors ça m'a tué, il rajoute qu'il sait très bien qu'il
qu'ils disent ça tout le temps, mais que cette fois c'est vrai. Donc ça veut dire qu'ils ont intégré l'argument du manque d'originalité marketing dans le marketing maintenant. C'est vraiment... On dit ça souvent mais c'est vrai, putain on dirait DSK qui essaye de justifier une trace de rouge à lèvres sur le corps caverneux à sa femme. Bref, ça sent l'entourloupe et ça mérite qu'on regarde les choses d'un petit peu plus près. Hein. On nous promet une équipe d'adolescents, on sait que Nick Lowe a été l'éditeur de Runaways, les artworks promotionnels sont de Chris Anka qui est l'artiste régulier sur la série. Si on dissèque un peu, le Dread Blond ressemble clairement à Chase, l'Amazon à Carolina, le Green Panther à Victor, la Rocketwoman ressemble à Molly, le Doomsday Cocu ressemble à Gip, tandis que le Moon Knight en talon pourrait être Nico. Bon, et vu les disques argentés qui servent à tenir des capes bien vertes, hein, le Doc Fate version J-Team pourrait bien être Doombot. Ça me semble presque trop simple à résoudre ce mystère, donc peut-être que ça sera complètement autre chose, et je vous laisse me dire ce que vous en pensez, faire vos pronostics dans les commentaires. Take my money! C'est clairement une semaine classée rouge sur la route des annonces de nouveaux comics, hein, et on sent que ça reprend de bon train. Depuis son Wolverine The Long Night, Marvel aime bien explorer le médium du podcast, hein, du récit auditif, de la SMR. Et la Maison des Idées prévoit l'adaptation du récit culte Marvels de Kurt Busiek et d'Alex Ross en 10 podcasts. C'est l'histoire du photographe de presse Phil Sheldon qui est témoin d'événements clés du Marvel Comics Universe mais du côté civil de la force. Il risque d'y avoir quelques changements hein, puisque c'est Method Man qui incarnera le journaliste Ben Urich et c'est marrant puisque c'est Spock de Star Trek Discovery qui doublera Mr. Fantastic. Jeff Lemire est partout, hein, l'auteur de Black Hammer s'apprête à sortir chez Image Comics un récit d'horreur corporelle qui s'appellera Family Tree et qui sera dessiné par l'excellent Phil Lester. Ça racontera comment une jeune fille de 8 ans va commencer à se transformer en arbre et comment sa famille va devoir gérer le délire. La biographie de Groot quoi. Sinon on a enfin vu la couverture du one-shot dans l'univers du Batman White Knight qui sera scénarisé par Sean Murphy et dessiné par Klaus Janson, et vu le petit symbole sur la couverture, quelque chose me dit qu'il y aura un brin de politique dans ce récit qui reviendra sur certains moments clés de la vie de Mr. Freeze. Lisez, lisez et lisez cette semaine, je me suis régalé en lisant l'essai critique d'Alan Moore sur le processus créatif derrière l'écriture et plus particulièrement l'écriture de comics. C'est vraiment génial, hein, c'est dans la veine de mes lectures, les conversations Miller-Eisner, l'art invisible. Moore explique intelligemment son point de vue sur la création, hein, sans en faire un guide pour écrire des comics comme Alan Moore, hein, ça serait malvenu de la part de celui qui critique toutes les pâles copies et les ressucés de ses œuvres depuis des années. Il explique l'importance de la singularité dans les comics, il explique comment le How to Draw Comics de Marvel Way a bruiné toute une génération d'artistes hein, qui se contentaient de copier et non pas de créer leur propre style. Bref, c'est chez Avatar Press, ça coûte 6 € et pour moi c'est un must read, hein. Ça vous donne des pistes pour les solutions. Parce qu'il y en a qui vous donnent des solutions aux soi-disant problèmes des comics hein, qui viendraient soit de la diversité, du renouvellement permanent du statu quo, ou alors ceux qui vous expliquent que les comics et leurs adaptations sont trop politiques, hein. J'ai vu qu'on a reproché ça à Watchmen, hein, à la série qui va traiter des suprémacistes blancs. Eh oui, oui, oui. Et sinon, hein, je vous prépare le panel sur Donny Cates, on relit, on fait ça bien, on fait ça propre, hein, ça va être rock'n'roll. Je remercie très fort Amy Corso hein, qui m'a fait ce superbe dessin tout plein de bonnes références. C'est également une couturière, hein, je vous montrerai, hein, je vous dévoilerai, elle m'a fait une chemise sur mesure de Flash que je porterai hein, pour des événements. Elle m'a aussi fait une cravate Batman, hein, le cravate game est mort, c'est sûr et certain. Et je remercie également Stéphane Candela, hein, The Thread of My Pencil hein, sur les réseaux sociaux, qui m'a fait ce superbe Spider Jérusalem avec des petits détails, hein, les 30 000 abonnés. Et ce doigt que seuls les vrais reconnaîtront. C'est la fin de ce JT, je remercie tous ceux qui le regardent, je remercie tous ceux qui le partagent hein, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Je remercie tous ceux qui mettent des pouces bleus, hein, restez bien connectés d'ailleurs hein, sur les réseaux sociaux puisque c'est là que je vais lancer le concours pour la Paris Comic Con, le concours pour gagner un original de Bruno Bessadi, les questions pour la FAQ qui arrivent très vite, puis c'est là que vous réagissez aussi hein, sur YouTube, dans les commentaires où je réponds à chacun d'entre vous, sur Facebook, Instagram et Twitter, vous pouvez me laisser aussi vos petits messages pour le bandeau comme tous les mardis. Je vous fais des bisous, je vous donne rendez-vous bien la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Non, j'ai pas rejoint le Ku Klux Klan, hein, c'est juste qu'il arrête pas de sortir des putains de figurines et que j'ai pas envie de me ruiner donc je veux pas voir. Voilà. Batman, je t'oublie pas petit ange. Never forget. Je vous ai dit qu'il y avait Donny Cates qui venait à Paris.